Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle e-live consacrée ce matin au traitement du patient diabétique de type 2, quoi de neuf en 2020. Alors quand on parle du traitement du diabète, on désigne d'une part les thérapeutiques non médicamenteuses, c'est-à-dire les modifications du mode de vie sur lesquelles on aura l'occasion de revenir, mais aussi les médicaments, qu'il s'agisse des antidiabétiques oraux ou de l'insuline, et la chirurgie de l'obésité, qui apparaît actuellement comme une option efficace pour traiter un diabète de type 2, notamment chez un patient obèse, avec des rémissions parfois prolongées. Alors, quand on sait en 2020 qu'on a un choix varié entre les différentes classes médicamenteuses pour traiter un patient diabétique de type 2. Mais l'objectif n'est pas d'empiler les médicaments, mais de les associer de manière cohérente selon une stratégie de traitement qui tienne compte à la fois des recommandations en vigueur et des caractéristiques du patient, son âge, son poids, ses antécédents médicaux, son risque hypoglycémique et également les attentes du patient vis-à-vis du traitement. Alors, concernant les antidiabétiques, vous savez que la metformine est la molécule la plus ancienne, sa commercialisation date de la fin des années 50, et c'est celle avec laquelle on a le plus de recul. Son efficacité n'est plus à démontrer, et c'est la molécule qui est proposée en première intention partout dans le monde. Elle a l'avantage de ne pas provoquer d'hypoglycémie, mais malheureusement, parfois, elle peut entraîner des troubles digestifs qui conduisent à une réduction de la dose, voire à une interruption complète du traitement. Donc, sont ensuite arrivées les sulfamides hypoglycémiants, c'est-à-dire le daonil, puis le diamicron, le glimépiride, et les apparentés, ce qu'on appelle les glinides, le novonorm, qui sont également efficaces pour traiter le diabète, mais qui ont cet inconvénient de provoquer des hypoglycémies. En 2008 sont apparus les incrétines, avec donc le Januvia, et surtout les analogues du GLP-1, d'abord sous forme d'injections quotidiennes, puis des injections hebdomadaires avec le Trulicity et l'Ozempic. Donc ces analogues du GLP-1 ont le triple avantage d'une part d'être efficaces pour traiter le diabète, mais également de faire perdre du poids et de ne pas provoquer d'hypoglycémie. Et puis on a cette fameuse nouvelle classe thérapeutique qu'on appelle les analogues du SGLT2, qui sont des molécules très prometteuses, qui sont commercialisées depuis de plusieurs années dans différents pays européens et aux États-Unis, et qui ont l'avantage d'être efficaces à la fois sur le diabète, mais également de faire perdre du poids et d'avoir une protection à la fois cardiovasculaire et rénale. Donc, malheureusement, donc en France, on attend toujours ces médicaments pour des raisons essentiellement médico-économiques, si bien que la Société française de diabétologie s'est érigée contre cette décision de la Haute Autorité de Santé de ne pas commercialiser pour l'instant ces médicaments qu'on attend donc toujours. Pour ce qui est de l'insuline, on a vu apparaître de nouvelles insulines de plus en plus performantes, avec des profils de plus en plus plats, avec les analogues lents et ultra lents de l'insuline, et des actions plus rapides avec les analogues rapides et ultra rapides de l'insuline, qui ont permis d'améliorer à la fois les glycémies avant et après les repas, et également de gagner en stabilité glycémique. Et puis, la pompe à insuline, qui était jusqu'à présent réservée aux patients diabétiques de type 1, on a vu élargir ces indications au diabète de type 2, car on a vu que chez ces patients diabétiques de type 2, en tout cas chez certains, ça permettait d'améliorer l'équilibre et de diminuer les doses d'insuline.
Alors, je vois que les questions arrivent. Annick me pose une première question. Elle me dit qu'elle est diabétique de type 2 avec une seule injection et elle demande si elle peut bénéficier ce qu'on appelle un capteur de glycémie. Je pense qu'elle parle du freestyle libre. Alors, non, malheureusement, Annick, si vous n'avez qu'une injection d'insuline, vous ne pouvez malheureusement pas bénéficier de ce capteur de glycémie. Le capteur de glycémie freestyle libre est indiqué chez le patient diabétique de type 2 uniquement si vous avez 3 injections d'insuline ou plus, ou si vous êtes porteur d'une pompe à insuline. C'est uniquement dans ces indications-là que vous pourrez bénéficier de ce capteur de glucose. Leda me pose une question. Elle me dit que elle a vu qu'il y avait des nouveautés en 2020 du point de vue médical, de nouveaux médicaments et de nouveaux traitements. Alors, ces nouveaux médicaments, c'est donc, je vous l'ai dit, la diffusion des formes hebdomadaires d'analogues du GLP-1. Donc, le dernier en date qui a été commercialisé étant l'Ozempic, qui se fait donc en injection une fois par semaine et qui permet de baisser de manière significative l'hémoglobine glyquée et également d'avoir un effet positif sur le poids avec une perte de 3 à 6 kg en fonction des patients. On a également à l'étude des implants sous-cutanés d'analogues du GLP-1, si bien que les patients pourront bénéficier donc de la pose de cet implant et pendant une année entière, ils pourront avoir une diffusion continue d'analogues du GLP-1 sans avoir besoin de se piquer. C'est pas encore commercialisé, c'est une sorte de micro-pompe osmotique qui envoie donc des analogues du GLP-1 de manière continue. Voilà. Alors ensuite, on a ces fameux analogues du SGLT2, ce qu'on appelle l'empagliflozine, la canagliflozine et la dépagliflozine, qui, comme je vous l'ai dit, sont commercialisés dans beaucoup d'endroits dans le monde, mais malheureusement pas en France. Ces médicaments, je vous l'ai dit, on les attend avec beaucoup d'impatience. Ce sont des médicaments en fait qui ont un mode d'action assez particulier puisqu'ils agissent au niveau du rein en diminuant l'absorption du glucose au niveau du rein, ce qui entraîne une glycosurie, c'est-à-dire les gens urinent du sucre. Et c'est par ce biais-là qu'on arrive à une perte de poids et une amélioration donc, de l'équilibre glycémique. Comme je vous l'ai dit, il y a eu des études de sécurité cardiovasculaire et rénale qui ont été effectuées pour ces molécules et on s'est rendu compte que ces molécules permettaient de diminuer de manière très significative la morbimortalité à la fois cardiovasculaire mais également la mortalité totale et qu'elles avaient également un effet très positif sur le rein en diminuant la quantité d'albumine dans les urines et en ralentissant l'évolution vers l'insuffisance rénale. Voilà, donc il manque, on se demande vraiment ce qu'attendent les autorités pour commercialiser ces médicaments. Comme je vous l'ai dit, la Société française de diabétologie s'est positionnée et on espère que les choses vont bouger dans les mois à venir. Concernant les nouveaux médicaments, alors là, ce n'est pas le diabète lui-même, mais c'est le cholestérol qui touche aussi beaucoup de diabétiques. Hein. Vous savez que beaucoup de diabétiques ont aussi des problèmes d'hypercholestérolémie. Et puis, chez un diabétique, l'objectif concernant le cholestérol est plus strict que chez un patient qui n'est pas diabétique. Chez un patient diabétique tout venant, l'objectif de mauvais cholestérol, ce qu'on appelle le LDL cholestérol, est fixé à 1 g par litre. Et si vous avez déjà eu un problème cardiovasculaire, il faut que vous soyez à 0,70 g ou moins. Donc, il y a, dans la mesure où un certain nombre de patients sont intolérants aux statines, il est commercialisé depuis maintenant plus d'1 an, ce qu'on appelle les inhibiteurs des PCSK9, le Praluent et le Repata, qui ne se prennent pas par voie orale, ce sont des injections qui se font deux fois par mois et qui permettent une diminution très significative du cholestérol, avec une diminution de 60% du LDL cholestérol, ce qui est très important, et une diminution des événements
cardiovasculaires. Donc, ces molécules sont prescrites chez les patients qui ont eu déjà des problèmes cardiovasculaires et qui sont intolérants ou chez lesquels les statines sont contre-indiquées. Voilà. Pour ce qui est des nouveautés, on l'a dit, il y a également la nouveauté en termes de surveillance du diabète. Pour les diabétiques de type 2, le freestyle libre, je vous l'ai dit tout à l'heure, est utilisable quand vous avez 3 injections ou que vous êtes sous pompe à insuline. Donc ça aussi, c'est une nouveauté intéressante, mais qui malheureusement ne s'adresse pas à tous les patients diabétiques de type 2. Concernant l'insuline, j'en ai parlé, hein, il y a de nouvelles insulines qui sont arrivées sur le marché. Donc je pense en particulier à la Toujeo, mais surtout au Tresiba, qui sont des analogues lents. Et puis pour les analogues rapides et ultra rapides, donc l'analogue ultra rapide qui est arrivé sur le marché, c'est la Fiasp. Et puis en termes de pompe à insuline, on a vu donc se commercialiser il y a maintenant plusieurs années déjà les pompes patch, les pompes donc Omnipod, qui sont également utilisables chez le patient diabétique de type 2. Brigitte me pose une question, elle me dit que son hémoglobine glyquée est à 9%, elle me demande si la pompe pourrait l'équilibrer. Alors, Brigitte, vous ne me donnez pas assez de renseignements sur votre diabète. Déjà, j'aurais voulu savoir depuis quand vous êtes diabétique, savoir quel traitement vous prenez. Est-ce que vous êtes déjà sous insuline ou est-ce que pour l'instant vous n'avez que des traitements par antidiabétique oral ou par analogue du GLP-1. Donc, si vous n'avez pas une thérapeutique non insulinique à dose maximale, ben, il faudrait d'abord, dans un premier temps, optimiser le traitement non insulinique. Et puis, si vous êtes déjà sous insuline, en particulier si vous êtes déjà sous un schéma qu'on appelle basal bolus avec 4 injections d'insuline, là oui, effectivement, la pompe peut vous aider à équilibrer votre diabète. Comme je vous l'ai dit, la pompe permet un meilleur équilibre du diabète, ça permet de mieux diminuer l'hémoglobine glyquée et en plus de diminuer les doses d'insuline d'environ 20 à 25%. Leda me repose une question me demandant si l'Ozempic est intéressante sur la perte de poids. Donc la réponse est oui. L'Ozempic permet de perdre environ 4 à 6 kilos en moyenne. Par contre, pour que l'Ozempic soit efficace sur le poids, il faut qu'il soit utilisé à 1 mg. Parce que je vous rappelle que l'Ozempic, on le met en place de manière progressive. D'abord à 0,25 mg pendant 1 mois, puis 0,5 mg pendant 1 mois. Et si la tolérance digestive est bonne, on passe à 1 mg qui est la dose efficace. Florence me demande quels sont les facteurs de risque associés au diabète. Donc, effectivement, c'est une bonne question, c'est-à-dire que quand on est diabétique, il faut traiter non seulement le diabète, mais également les facteurs de risque qui sont très souvent associés au diabète. Facteurs de risque, je pense en particulier au surpoids et à l'obésité, à l'hypertension artérielle et à ce qu'on appelle les dyslipidémies, c'est-à-dire le cholestérol ou les triglycérides ou les deux associés. Donc effectivement, quand on est diabétique, il est important non seulement d'équilibrer votre diabète, mais également de prendre un traitement, si c'est nécessaire, contre le cholestérol, prendre un traitement contre l'hypertension, pour permettre de contrôler l'ensemble de ces facteurs de risque cardiovasculaires. Alors, Marie me pose une question, elle me dit que elle a un diabète de type 2, mais que son médecin ne lui a donné aucun traitement car elle a une maladie de Crohn. Alors, la maladie de Crohn, effectivement, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une maladie intestinale de type inflammatoire qui peut entraîner des troubles digestifs, des douleurs abdominales, des diarrhées. Mais en aucun cas, la maladie de Crohn ne contre-indique l'utilisation des antidiabétiques oraux. Il va falloir surtout faire attention avec la metformine, puisque effectivement la metformine
peut donner des douleurs abdominales et des diarrhées. Donc effectivement, on sera limité certainement par rapport à la metformine, mais par contre, on peut utiliser par exemple les sulfamides hypoglycémiants ou les apparentés, donc le Novonorm. On peut utiliser également les analogues du GLP-1 qui ne sont pas contre-indiqués en cas de maladie de Crohn. Et puis après, si c'est nécessaire, évidemment, utiliser l'insuline. Voilà, donc il n'y a, enfin, c'est tout à fait dangereux de ne pas traiter un diabète sous prétexte qu'on a une maladie de Crohn. Je ne sais pas, là encore, de quand date votre diabète, peut-être que ce serait bien de me le dire, et quelle est votre hémoglobine glyquée. Mais en tout cas, en aucun cas, ça ne doit contre-indiquer un traitement pour le diabète. Ensuite, Florence Cassegrain me parle des statines et de l'ézetimibe. Elle me dit lequel préférer. Alors, pour ceux qui... Enfin, tout d'abord, un bref rappel, hein, les statines, ce sont des médicaments anti-cholestérol. C'est les médicaments les plus utilisés pour traiter donc l'hypercholestérolémie. Alors, je vous rappelle qu'il y a eu une polémique en 2013 qui a été lancée par un bouquin qui s'appelait La vérité sur le cholestérol, qui avait été écrit par un professeur, le professeur Even, à mon avis plus pour faire parler de lui que pour vraiment amener quelque chose sur le plan scientifique. Et donc ce médecin avait dit que l'utilisation des statines était dangereuse à différents niveaux. Alors effectivement, les statines peuvent provoquer des effets secondaires, notamment au niveau musculaire, des douleurs musculaires, et c'est uniquement dans ce cas-là qu'on doit envisager un autre traitement. Mais bon, les statines restent quand même le traitement de première intention. S'il y a une intolérance aux statines, on peut alors à ce moment-là utiliser effectivement l'ézetimibe. L'ézetimibe, c'est commercialisé sous le nom commercial de Ezetrol. C'est également une molécule anticholestérol qui agit différemment des statines. Elle s'oppose en fait à l'absorption du cholestérol, mais malheureusement, elle est beaucoup moins efficace que les statines. Donc l'ézetimibe, ça fait baisser d'à peu près 20% le LDL cholestérol, alors qu'une statine, en moyenne, fait baisser de 30 à 40% le LDL cholestérol. Donc en premier, plutôt les statines, et si effectivement il y a une intolérance, on peut envisager de mettre de l'ézetimibe. Il faut savoir qu'on peut également associer ces deux molécules si malgré un traitement par statine, on n'a pas un LDL qui est dans les objectifs souhaités, on peut rajouter de l'ézetimibe. Et puis, comme je vous l'ai dit, il y a ces fameux inhibiteurs des PCSK9 qui font maintenant partie de notre arsenal thérapeutique et qui sont bien utiles quand un patient est très élevé au niveau du cholestérol, notamment dans les hypercholestérolémies familiales, et que les statines sont contre-indiquées ou qu'elles ne suffisent pas. Voilà, alors Pierre Bénichou me pose une question sur les édulcorants. Il me demande si les édulcorants en excès peuvent représenter un danger pour la santé. Alors, les édulcorants, je pense qu'il me parle des édulcorants qu'on appelle acaloriques, c'est-à-dire le stevia, l'aspartame et ce qu'on appelle l'acésulfame de potassium. Donc, ces édulcorants ne représentent pas un danger pour la santé à dose usuelle. Maintenant, si vous prenez une boîte, par exemple, une boîte entière de sucrètes dans la journée, il est évident que cela peut représenter un danger. Mais aux doses usuelles, c'est-à-dire quelques sucrètes par jour, par exemple, ne représentent aucun danger pour la santé. Malheureusement, c'est les lobbyistes de l'industrie du sucre qui ont fait planer le doute sur l'innocuité, enfin sur une éventuelle toxicité des édulcorants, puisque effectivement ils avaient tout intérêt à dire que les édulcorants étaient néfastes pour mieux vendre le sucre. Et donc c'est surtout ça qui a provoqué une certaine méfiance vis-à-vis des consommateurs. Mais la Haute Autorité de Santé a refait un point récemment et actuellement, aux doses usuelles utilisées d'édulcorants, il n'y a aucun danger particulier pour la santé. Donc vous pouvez prendre vos sucrètes sans aucun risque et mieux vaut mettre une sucrète dans votre café que du saccharose.
Alors, une personne me dit qu'elle a un diabète de type 2, qu'elle prend 4 mg d'amarel le matin et le soir du Januvia, mais que chaque matin, son taux de sucre monte entre 1,30 et 1,40. Elle voudrait savoir si elle est en danger avec ces taux. Alors, donc l'objectif de glycémie le matin au réveil à jeun, bon, il est individualisé, évidemment, il est personnalisé en fonction du patient, mais généralement, on le fixe entre 0,80 g et 1,30 g. Pourquoi? Parce qu'on sait que lorsque le matin au réveil à jeun, votre glycémie est entre 0,80 g et 1,30 g, vous allez avoir une hémoglobine glyquée au bout de 3 mois qui sera entre 6,5 et 7%, ce qui est l'objectif souhaité chez la plupart de nos patients. Donc, vous concernant 1,30 g à 1,40 g le matin au réveil à jeun, cela ne me semble pas excessif. Donc, je dirais que non, vous n'êtes pas en danger. Il faudra quand même le vérifier en réalisant une hémoglobine glyquée. Avec une glycémie à jeun entre 1,30 g et 1,40 g, vous devriez avoir une hémoglobine glyquée, je dirais, entre 7 et 7,5%. Voilà. Donc, si effectivement cette hémoglobine glyquée est un peu au-dessus de l'objectif, ce qu'il faudra faire, c'est soit rajouter de la metformine à votre traitement, puisque je vois que vous n'en avez pas. Alors, il est possible que vous n'en ayez pas parce que vous ne la supportez pas. Vous pourrez également éventuellement augmenter l'amarel à 6 mg, qui est la dose maximale pour l'amarel, donc au lieu des 4 que vous prenez. Autre question, Josette me demande si l'Ozempic est un coupe-faim. Alors, l'Ozempic n'est pas un coupe-faim à proprement parler, c'est-à-dire que ce n'est pas un médicament anti-obésité. En tout cas, pour l'instant, hein, parce qu'il est utilisé aux États-Unis également dans cette indication-là, mais en France, l'Ozempic ne peut être utilisé que chez les patients diabétiques. Donc, on ne peut pas dire que ce soit un médicament coupe-faim, mais par son mécanisme d'action, il a effectivement un effet sur la satiété. Il permet aux patients d'être rassasiés plus vite, et puis il ralentit également la vidange de l'estomac. Donc, par ces deux mécanismes-là, l'Ozempic permet de réduire la sensation de faim et permet donc une perte de poids. Florence Cassegrain me pose une autre question. Elle me parle du HDL et du LDL cholestérol. Elle veut en savoir plus sur tout ça. Alors effectivement, quand vous dosez, quand on demande ce qu'on appelle un bilan lipidique à jeun, ça signifie qu'on va doser plusieurs choses. On va doser le cholestérol total, mais surtout les fractions HDL et LDL du cholestérol. Alors, pour être simple, le HDL cholestérol, c'est le bon cholestérol, c'est celui qui permet d'éliminer le cholestérol des tissus, donc d'éliminer le cholestérol, alors que le LDL cholestérol, c'est celui qui amène le cholestérol dans les tissus et donc notamment qui favorise ce qu'on appelle l'artériosclérose, c'est-à-dire l'encrassement des artères. Donc, HDL cholestérol, bon cholestérol, LDL cholestérol, mauvais cholestérol. Et effectivement, souvent, on se fie sur le rapport HDL sur LDL. Plus votre rapport HDL sur LDL est haut, mieux c'est pour vous, moins votre risque cardiovasculaire est important. À l'inverse, plus le rapport HDL sur LDL est bas, plus vous avez un risque cardiovasculaire. Mais ça reste quand même la valeur absolue du LDL qui est la référence en termes de prise en charge et pour les recommandations en vigueur. Donc, en général, pour les patients diabétiques, comme je vous l'ai dit, s'il n'y a pas de facteur de risque particulier, on reste sur une valeur à 1 g et 0,70 g si vous avez des facteurs de risque associés à votre diabète ou si vous avez déjà fait un événement cardiovasculaire. Alors, Annick Milovidov me dit que on lui a posé une pompe et qu'elle est ravie de cette pompe. Bon, ben, très bien. Hein. Effectivement, le traitement par pompe à insuline est un traitement qui est tout à fait intéressant, y compris donc, chez le patient diabétique de type 2, puisqu'il enlève la contrainte des injections.
qu'il permet d'avoir une meilleure stabilité au niveau des glycémies, d'améliorer de manière plus importante l'hémoglobine glyquée, donc l'équilibre glycémique, et puis ça permet de réduire les doses d'insuline, donc chez certains patients, de limiter la prise de poids. Ovono Bélange me dit qu'il a le matin un taux de glycémie le matin entre 1,30 et 1,50 et il me demande s'il va nécessiter de l'insuline. Donc, j'ai déjà tout à l'heure répondu, je crois, à cette question. Hein. Si votre taux de glycémie se situe entre 0,80 g et 1,30 g le matin au réveil à jeun, c'est bien. Au-delà, au-dessus de 1,50 g, ça commence à être élevé. Pour avoir une idée de la nécessité ou pas de modifier le traitement, il faudra quand même réaliser une hémoglobine glyquée, qui, je vous le rappelle, est la moyenne des glycémies sur les 3 derniers mois. Si pour la plupart des patients, on fixe un objectif à 7%, pour les patients nouvellement diagnostiqués et qui ont une espérance de vie supérieure à 15 ans, sans antécédents cardiovasculaires notamment, on fixe un objectif plutôt à 6,5%. Et chez les patients qui ont un diabète plus ancien, avec un risque hypoglycémique plus important, une insuffisance rénale, cette hémoglobine glyquée va être plutôt fixée entre 7,5 et 8%, voire 9% chez les patients très âgés ou présentant des comorbidités très importantes. Donc, si votre hémoglobine glyquée est au-dessus de l'objectif souhaité par rapport à votre profil, il sera peut-être nécessaire, effectivement, à un moment donné, de mettre de l'insuline. Mais comme je vous l'ai dit, avant de penser à l'insuline chez un patient diabétique de type 2, il faut d'abord, d'une part, s'assurer qu'on a optimisé les règles d'hygiénodététique. Je vous ai parlé au tout début de cette conférence de la nécessité d'optimiser les thérapeutiques non médicamenteuses, c'est-à-dire les modifications du mode de vie. Donc les modifications du mode de vie, ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir une alimentation équilibrée, perdre quelques kilos si vous êtes en surpoids ou obèse. Ça veut dire lutter contre la sédentarité et avoir une activité physique régulière, c'est-à-dire entre 30 et 45 minutes de marche, je dirais 3 à 5 fois par semaine. Si vous avez donc optimisé ces règles d'hygiénodététique et que vous avez un traitement non insulinique maximal et que votre hémoglobine glyquée reste élevée, là, effectivement, pourra se poser la question d'un traitement par insuline. Donc, chez un patient diabétique de type 2, les traitements par insuline, généralement, c'est autour de après 10 à 15 ans d'évolution du diabète, un peu plus si on a fait tout ce qu'il fallait pour optimiser les règles d'hygiénodététique, moins si on n'a pas eu une hygiène de vie satisfaisante. Alors, You me pose une question. Elle me demande quand est-ce que le pancréas artificiel sera disponible en France. Alors là, on sort en fait du cadre du diabète de type 2. On fait une aparté donc pour le diabète de type 1. Effectivement, le pancréas artificiel arrive en France. Je vous l'ai dit déjà qu'il arrivait à Perpignan dans le semestre 2020 avec la pompe 670G. Et effectivement, il y a d'autres pancréas artificiels qui sont à l'étude avec donc différentes pompes et différents facteurs de glucose. Et effectivement, il y a un pancréas artificiel qui est à l'étude avec un capteur Dexcom G6 qui a l'avantage de ne pas nécessiter d'étalonnage. Donc, c'est vrai que c'est quand même intéressant de pouvoir utiliser ce type de capteur. Donc, ça arrive très prochainement en France. Voilà pour cet aparté pour le diabète de type 1. Ensuite, David Brun me pose une question concernant la fin des métiers interdits aux personnes atteintes de diabète. Le Sénat devra se prononcer également dans les mois à venir.
Oui, tout à fait. Je pense que c'est important de parler de ça, hein, puisque effectivement, il y a encore beaucoup trop de métiers qui sont limités pour les patients diabétiques de type 2, enfin diabétiques de type 2 et de type 1 d'ailleurs. Donc, effectivement, il faudrait arriver à limiter au maximum ces interdictions pour permettre à un maximum de diabétiques avec comme on le sait, des traitements de plus en plus performants, d'arriver donc à pouvoir à peu près faire tous les métiers possibles sans restriction. Donc j'espère que le Sénat, qui habituellement a quand même souvent une attitude un peu conservatrice, va faire preuve donc de progressisme dans ce domaine. Alors, Valérie me dit je suis sous Toujeo et Bietta. Et depuis peu, j'ai remplacé le Bietta par le Trulicity. J'ai des troubles digestifs. J'avais des troubles digestifs donc avec le Bietta, mais beaucoup moins avec le Trulicity. Faut-il que je l'arrête ou attendre quelque temps? Alors, effectivement, les analogues du GLP-1 sont des médicaments, comme je vous l'ai dit, extrêmement intéressants, mais ils peuvent, dans environ 5 à 10% des cas, provoquer des troubles digestifs, la plupart du temps transitoires, à type de nausées et de vomissements. Donc, on avait ce type de problème avec un des premiers analogues qui a été commercialisé, à savoir le Bietta, qui nécessitait 2 injections par jour. Et avec le Victoza, on a eu également des troubles digestifs. Avec les formes hebdomadaires, on a également ce problème. Donc, les formes hebdomadaires permettent d'éviter de faire une injection tous les jours, mais elles n'ont pas réglé ces troubles digestifs. Par contre, comme je vous l'ai dit, généralement, au bout d'environ 1 mois de traitement, on arrive à une limitation de ces nausées vomissements, dans la plupart des cas. Chez, malheureusement, un petit nombre de patients, on est obligé d'arrêter la thérapeutique puisque vraiment, ça les rend malades. Donc, vous dites qu'avec le Bietta, c'était mieux qu'avec le Trulicity. C'est possible parce qu'effectivement, avec le Trulicity, comme c'est une forme hebdomadaire, on donne une dose d'emblée assez importante. Alors, je ne sais pas si votre Trulicity est dosé à 0,75 ou 1,5 mg. Si votre Trulicity est dosé à 1,5 mg, il serait peut-être intéressant de passer à 0,75, en tout cas pour l'instant, de tester pendant plusieurs injections à 0,75 mg, et si vous le tolérez, passer ensuite à 1,5 mg. Alors, ensuite, Annick Milovidov me demande, me dit que son néphrologue lui conseille de s'équiper d'une pompe à insuline pour repousser les chances de la dialyse. Elle me demande de ce que j'en pense. Donc, alors, c'est vrai que le traitement par pompe à insuline est un traitement, comme je vous l'ai dit, intéressant, qui peut permettre d'améliorer l'hémoglobine glyquée. Comme effectivement l'amélioration de l'hémoglobine glyquée a un effet sur les complications du diabète, il est vrai que plus on va optimiser le traitement du diabète, mieux on va s'armer pour ralentir l'évolution d'une insuffisance rénale. Maintenant, on ne peut pas dire que parce que je vais mettre une pompe, je vais éviter la dialyse. Ça, bien entendu, non. Mais il y a quand même une évolution, il y a quand même un lien entre l'évolution de votre diabète, l'équilibre de votre diabète et l'évolution de cette insuffisance rénale. Jonas me demande s'il vaut mieux prendre de l'Ozempic ou du Victoza. Il me demande lequel est meilleur. Alors, le Victoza, donc c'est un analogue du GLP-1 qui donc se fait par injection quotidienne, et l'Ozempic est également un analogue du GLP-1 qui se fait par injection hebdomadaire. Donc, je dirais qu'il est préférable d'utiliser l'Ozempic ou Victoza tout simplement parce que l'Ozempic ne nécessite qu'une injection par semaine, donc pour des raisons pratiques. Après, en termes d'efficacité, on n'a pas prouvé que l'Ozempic était plus efficace que le Victoza.
Peut-être en termes de perte de poids, avec chez certains patients des pertes de poids plus importantes, donc à 1 mg d'Ozempic qu'avec 1,8 mg de Victoza, mais pas forcément sur l'équilibre glycémique. Donc je dirais oui, c'est mieux l'Ozempic pour des raisons pratiques. Alors, Franck me dit j'ai une intolérance totale à l'Ozempic, qu'est-ce que je dois faire? Alors, si vous avez une intolérance totale à l'Ozempic, effectivement, il faut l'arrêter. Vous pouvez toujours tester d'autres analogues du GLP-1, par exemple Trulicity, qui est une autre forme hebdomadaire, ou alors utiliser des analogues d'administration quotidienne comme le Victoza ou biquotidienne comme le Byetta. Mais il est possible que vous ayez aussi des troubles digestifs avec ces molécules. Donc, si vous avez à nouveau des troubles digestifs, il faudra interrompre totalement cette classe thérapeutique pour vous. Il ne faudra plus vous donner d'analogue du GLP-1. Et dans ce cas-là, on pourra vous proposer d'autres traitements pour le diabète, donc qui n'auront peut-être pas la même efficacité sur le poids, mais qui seront également efficaces sur l'hémoglobine glyquée. Donc, on peut utiliser la metformine, on peut utiliser les sulfamides hypoglycémiants, on peut utiliser ce qu'on appelle les glinides, donc le Novonorm. On peut utiliser également ce qu'on appelle les inhibiteurs de la DPP4, c'est-à-dire le Januvia. Voilà. Alors, Leda me dit qu'elle me confirme qu'avec l'Ozempic, on a moins faim et qu'on est plus vite rassasié. Oui, donc effectivement, ça c'est un effet classique de l'Ozempic. Je vous rappelle que les analogues du GLP-1 agissent à la fois au niveau central sur le centre de la satiété pour diminuer l'appétit et ils vont, par leur mécanisme d'action, ralentir la vidange de l'estomac. Donc, entraîner une élimination plus lente du repas. Et donc, par là même, une diminution de l'appétit et une perte de poids. Alors, elle me dit, Sylvie Souk me demande si je peux la conseiller. Alors, j'aimerais que Sylvie Souk, qui d'ailleurs nous regarde de l'île Maurice, donc bonjour Sylvie, vous avez bien de la chance d'être là-bas. Donc, il faudrait que vous me précisiez les conseils que vous voulez avoir concernant votre diabète. Donc, reposez-moi une question plus précise, s'il vous plaît. Alors, Karine, qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me demande les conditions pour que les patients diabétiques de type 2 puissent bénéficier d'un traitement par pompe à insuline. Alors, en général, c'est une très bonne question. Les indications de la pompe à insuline chez un patient diabétique de type 2, c'est souvent donc un patient qui nécessite donc déjà de l'insuline et qui généralement est déjà sous 1 ou 2 injections d'insuline et chez lequel on veut intensifier le traitement. Donc plutôt que d'aller lui mettre un traitement qu'on appelle un traitement basal bolus, c'est-à-dire 4 injections d'insuline, une injection avant chaque repas et une injection d'insuline lente le soir, plutôt que donc de le contraindre à faire 4 injections d'insuline, on va lui proposer cette pompe à insuline. Les autres indications peuvent être la nécessité d'optimiser l'équilibre glycémique chez un patient qui présente une complication aiguë, par exemple une plaie de pied diabétique, on va absolument optimiser l'équilibre glycémique, on peut être amené à lui proposer un traitement par pompe à insuline. Chez les patientes enceintes, puisqu'on n'a pas beaucoup parlé de la femme enceinte, chez une femme enceinte, on utilise très largement, y compris donc chez les patients diabétiques de type 2, des pompes à insuline. Voilà, donc c'est un petit peu les indications du traitement par pompe chez un patient diabétique de type 2. Voilà, donc alors il faut savoir que même si le patient ne vous paraît pas très autonome, c'est-à-dire ne vous paraît pas en mesure, ça je le dis plutôt pour les professionnels de santé, même si il ne vous paraît pas en mesure de gérer lui-même sa pompe, c'est pas du tout une contre-indication à la mise sous pompe, puisque chez un diabétique de type 2, on gère la pompe de manière beaucoup plus simple que chez un patient diabétique de type 1. Donc la gestion d'une pompe chez un patient diabétique de type 2 n'est pas du tout la même que chez un patient diabétique de type 1. Généralement, on ne met qu'un débit, ce qu'on appelle un monodébit. Les bolus, on en met ou on n'en met pas, cela dépend des fois. Et surtout, le patient n'est souvent pas du tout amené à modifier ses doses.
Il faut simplement, s'il a une pompe avec cathéter, avec fil, qu'il change son cathéter tous les 3 jours, qu'il change son réservoir d'insuline. Mais ça peut tout à fait être fait par une infirmière à domicile que le prestataire de service aura formé. Voilà. Alors, Saïda me demande si on peut guérir du diabète de type 2. Alors, malheureusement, au risque d'en décevoir beaucoup, on ne peut pas, en 2020, guérir du diabète de type 2. Par contre, on peut guérir du prédiabète, c'est-à-dire qu'avant d'avoir un diabète de type 2, généralement, vous avez ce qu'on appelle un état prédiabétique, où les glycémies commencent à s'élever, mais sans que vous soyez pour autant diabétique. Ça veut dire que le matin, vous allez commencer à avoir une glycémie entre 1,10 et 1,25, ou après les repas, vous allez commencer à avoir des glycémies entre 1,40 et 2 grammes. Donc, quand vous êtes prédiabétique, avec une diététique adaptée, avec une petite perte de poids si vous êtes en surpoids ou obèse, et avec une activité physique régulière, vous pouvez tout à fait revenir en arrière, et donc on peut à ce moment-là guérir du prédiabète. Par contre, une fois que le diabète est installé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que 50% de votre pancréas déjà ne fonctionne plus. Donc on ne peut pas revenir en arrière. Par contre, ce qu'on a obtenu, comme je vous l'ai dit, avec la chirurgie de l'obésité chez des patients qui présentent un diabète de type 2 et qui ont une obésité avec ce qu'on appelle un indice de masse corporelle entre 35 et 40, ou au-dessus de 40, chez ces patients-là, on peut obtenir, après chirurgie de l'obésité et donc après une perte de poids significative, de l'ordre de 20 à 30 kg, on peut obtenir des rémissions prolongées de diabète jusqu'à 10 ans sans avoir besoin de traitement. Voilà. Sinon, et d'ailleurs, on ne peut pas parler de guérison, mais d'une rémission prolongée. Voilà. Donc, on ne peut pas guérir du diabète de type 2 en 2020. Pour l'instant, mais on a tous les moyens quand même à disposition pour le traiter et pour éviter les complications. Parce que si on ne peut pas guérir du diabète, on peut guérir du risque de faire des complications. Or, toute la gravité du diabète, c'est pas le diabète lui-même, c'est les complications qu'il peut entraîner. Les complications au niveau des yeux, les complications au niveau des reins, ce qu'on appelle les complications micro-angiopathiques, et puis les complications macro-angiopathiques, c'est-à-dire les complications cardiovasculaires qu'il peut entraîner. Alors, Estelle me demande dans quelle situation la pompe à insuline est contre-indiquée chez un diabétique de type 2. Alors, chez un diabétique, d'ailleurs même de type 1, la pompe est contre-indiquée lorsque vous avez ce qu'on appelle une rétinopathie diabétique proliférante ou préproliférante sévère. C'est-à-dire lorsque vous avez du diabète dans les yeux avec ce qu'on appelle des néovaisseaux qui se sont mis dans vos yeux. Dans ce cas-là, il faut d'abord traiter cette atteinte de la rétine par du laser ou des injections à l'intérieur des yeux avant d'aller mettre une pompe à insuline. Pourquoi? Parce que quand on met une pompe à insuline, on équilibre assez rapidement, voire très rapidement, le diabète. Donc l'hémoglobine glyquée s'améliore de manière spectaculaire et ça peut entraîner donc une aggravation temporaire de la situation au niveau des yeux. Donc pas de pompe en cas de rétinopathie diabétique proliférante. Voilà, donc c'est à peu près la seule véritable contre-indication formelle. Après, il est évident que chez des patients qui présentent un isolement social très important, on va quand même hésiter, ou des gens qui présentent des troubles psychiatriques très sévères, on peut quand même hésiter à ce moment-là à leur mettre une pompe à insuline. Alors, RAC me demande si on peut interpréter l'hémoglobine glyquée en cas de drépanocytose. Donc, vous avez tout à fait raison de poser cette question. L'hémoglobine glyquée, vous savez que ça reste, même si maintenant il y a d'autres choses qui sont à l'étude, notamment le pourcentage de valeur dans l'acide, ce qu'on appelle le time in range.
mais actuellement, l'hémoglobine glyquée reste quand même le paramètre de référence à la fois, enfin pour le traitement du diabète. Donc, il est évident que dans certains cas, malheureusement, l'hémoglobine glyquée n'est pas interprétable, et notamment quand il y a une anémie. Donc, effectivement, quand il y a une drépanocytose, il peut y avoir une interférence avec l'utilisation de l'hémoglobine glyquée. Donc, l'hémoglobine glyquée peut ne pas être du tout fiable dans ce cas-là. Malheureusement, on n'a pas tellement d'autres alternatives. Sauf si vous avez donc un capteur de glucose, auquel cas on peut regarder, comme je vous l'ai dit, et maintenant on peut le faire également avec certains lecteurs de glycémie, on peut regarder le pourcentage de valeur que vous avez dans la cible qu'on s'est fixée. Donc, ce qui est recommandé actuellement, c'est d'avoir 70% ou plus de valeur dans la cible, c'est-à-dire entre 0,80 g et 1,40 g ou 1,80 g en fonction de la cible qu'on s'est fixée, et moins de 5% d'hypoglycémie. Alors, ensuite, une dame me dit, alors elle s'appelle Ma Framboise, donc j'imagine que c'est peut-être son prénom, hein, Framboise, alors je vais l'appeler Framboise, qui prend depuis mai du Stagide, et elle a des problèmes de transit. Donc le Stagide, pour ceux qui ne le savent pas, c'est de la metformine, donc un Stagide, ça équivaut à peu près à un demi-comprimé de glucophage 500 ou de metformine 500. Donc le Stagide, en général, il est mieux toléré parce qu'il y a moins de produits actifs que la metformine à dose plus importante, donc le glucophage 500, 850 ou 1000. Mais effectivement, il peut quand même, dans la mesure où il y a quand même de la metformine, il peut provoquer des troubles digestifs à type de douleur abdominale et surtout de diarrhée. Claude me pose également une question. Il me dit qu'il est diabétique depuis 30 ans, qu'il n'est toujours pas sous insuline et qu'il a de la metformine 1000 matin et soir et 1 mg de glimépiride. Et sa diabétologue lui dit que pour enlever des médicaments, elle voudrait lui faire une injection par semaine qui n'est pas de l'insuline. Qu'en pensez-vous? Car il dit son diabète est bien équilibré. Alors, Claude, ce que vous propose votre diabétologue, c'est ce qu'on appelle un analogue du GLP-1 dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est des injections hebdomadaires, donc c'est soit du Trulicity, soit de l'Ozempic. Alors, comme je vous l'ai dit, l'avantage avec l'Ozempic, c'est que par rapport, par exemple, à la Marelle, enfin au glimépiride que vous prenez, c'est qu'il ne provoque pas d'hypoglycémie, que ces analogues du GLP-1 ne provoquent pas d'hypoglycémie, alors que le glimépiride en provoque, que ça entraîne une perte de poids, alors que le glimépiride a tendance plutôt à faire prendre du poids. Voilà, en termes d'efficacité, c'est à peu près équivalent. Donc voilà ce que vous propose votre diabétologue. Je crois que si vous êtes en surpoids, voire obèse, c'est-à-dire que votre indice de masse corporelle est au-dessus de 30, je pense que c'est un bon conseil qu'elle vous donne, puisque si vous associez la metformine et l'analogue du GLP-1, vous aurez un équilibre glycémique au moins aussi satisfaisant que celui que vous avez actuellement, sans hypoglycémie, parce que si vous avez une hémoglobine glyquée à 5%, ça signifie que très probablement avec le glimépiride 1 mg, vous faites des hypoglycémies. Et donc, comme je vous l'ai dit, ce sera bénéfique pour votre poids. Alors, Carmen me demande si le stress joue sur la glycémie. La réponse est oui. Évidemment, le stress joue sur la glycémie. Pourquoi? Parce que le stress provoque la fabrication d'hormones hyperglycémiantes, c'est-à-dire qui font monter le taux de sucre, à savoir l'adrénaline et la noradrénaline. Et effectivement, dans les situations de stress, on voit régulièrement des personnes avoir des glycémies qui montent de manière importante. Ensuite, Pierre me dit que après plus de 20 ans d'évolution d'un diabète de type 2, est-ce qu'il existe de nouveaux médicaments? Donc, j'ai déjà répondu à cette question. Je ne sais pas, Pierre, quel est votre traitement. Si vous avez notamment des analogues du GLP-1 à forme hebdomadaire,
qui serait utile si vous êtes en surpoids ou obèse. Si par contre vous êtes à poids normal, il n'y aura pas d'utilité particulière. Sinon, des nouveaux médicaments, je vous l'ai dit, les analogues du SGLT2, on les attend, mais ils ne sont toujours pas commercialisés en France. Donc après, si votre diabète est déséquilibré après 20 ans d'évolution et que vous nécessitez de l'insuline, il est possible qu'à un moment donné, vous ayez besoin d'une injection d'insuline lente le soir en association avec vos comprimés pour le diabète. Alors, Pierre, un autre Pierre me demande si le diabète augmente quand il y a une infection. Donc là aussi, et pourquoi? Donc là aussi, effectivement, c'est une bonne question parce que le diabète, c'est un peu le baromètre de ce qui se passe dans votre organisme. Si vous aviez un diabète complètement équilibré et que tout d'un coup vous êtes à 3 ou 4 grammes, ça veut dire qu'il se passe quelque chose d'anormal. Alors, il se peut que vous soyez à 3 ou 4 grammes parce que vous avez oublié vos comprimés, vous les avez arrêtés, que vous ayez fait des excès au niveau diététique, mais si ce n'est pas le cas, il faut penser à un événement intercurrent et notamment effectivement une infection. L'infection, c'est un stress non pas psychologique, mais c'est un stress physique. Et par le biais de ce stress, là encore, on fabrique des hormones hyperglycémiantes qui expliquent pourquoi, en cas d'infection, les glycémies augmentent. Et donc, souvent, pendant une période d'infection, vous allez avoir des besoins, si vous êtes sous insuline, vous allez avoir des besoins en insuline qui vont augmenter pendant quelques jours et puis qui après rentreront dans l'ordre quand l'infection sera réglée. Alors, Violette me dit qu'elle est sous Humalog et Toujeo et que ça l'a fait grossir, a priori. Alors, effectivement, il est possible que... vous savez que chez un diabétique de type 2, le problème avec l'insuline, c'est que quand on a ce qu'on appelle une résistance à l'insuline, on a souvent besoin de grosses quantités d'insuline, de grosses doses d'insuline. Et ces grosses doses d'insuline favorisent la prise de poids, ou en tout cas sont une résistance à la perte de poids. Donc, je ne sais pas quelles sont vos doses d'insuline, Violette, mais il est possible que vos doses d'insuline soient importantes et que ça explique pourquoi vous prenez du poids. Donc, ce qu'il est possible de faire dans votre cas, c'est d'essayer donc d'optimiser les règles diététiques pour essayer de perdre du poids. Si vous n'y arrivez pas uniquement avec les règles hygiéno-diététiques, vous pouvez vous aider d'un analogue du GLP-1, comme j'en ai parlé tout à l'heure, hein, donc le Trulicity ou l'Ozempic, que vous pouvez associer tout à fait à l'insuline et qui peut permettre de perdre du poids. Vous pouvez également utiliser de la metformine en association avec l'Humalog et la Toujeo pour essayer de diminuer la résistance à l'insuline et donc de diminuer les doses d'insuline. Et puis, l'autre possibilité également, ce serait effectivement de mettre en place une pompe à insuline qui permettrait, comme je vous l'ai dit, de diminuer d'environ 1/4 vos doses d'insuline et par là même de peut-être permettre une perte de poids. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, Thérèse me pose une question, elle me demande, est-ce qu'avec la metformine, on peut avoir un cancer? Alors, je vous l'ai dit, la metformine, c'est le traitement avec lequel on a le plus de recul actuellement. C'est le traitement de première intention partout dans le monde. Pourquoi? Parce qu'il a montré non seulement une efficacité donc, sur le diabète, mais également il a montré une diminution de la mortalité. Et il a des effets qui seraient également intéressants vis-à-vis du risque de cancer. Donc non seulement la metformine ne provoque pas de cancer, mais elle pourrait protéger des cancers. Il y a certaines études qui ont été faites là-dessus et qui ont montré qu'avec un traitement par metformine, on pouvait diminuer de 30 à 40% le risque de certains cancers, notamment au niveau colique. Alors, je pense qu'elle me pose cette question parce qu'il y a eu effectivement une polémique
en la fin de l'année dernière, là, concernant certains génériques de la metformine qui venaient de hors Union européenne et qui contenaient des impuretés NDMA. Et ces impuretés, c'est effectivement des impuretés qui peuvent être cancérigènes, mais ils ont été retrouvés à des taux tellement faibles qu'ils étaient au-delà du seuil cancérigène. Voilà. Donc, on a d'ailleurs conseillé à tous les patients qui étaient sous metformine de ne surtout pas arrêter la metformine et de continuer à le prendre. Et effectivement, tous ces lots qui contenaient ces impuretés ont été retirés du marché. Donc, pas du tout de signal concernant la metformine, si ce n'est un signal positif. Je vous dis, la metformine, dans certaines études, protège du cancer. Est-ce que l'on peut savoir, Saïda me demande, est-ce que l'on peut savoir à quel pourcentage notre pancréas fonctionne? C'est une bonne question. On peut savoir si notre pancréas fonctionne de plusieurs manières. Mais je dirais que la manière la plus simple de voir si votre pancréas, enfin, si vous êtes diabétique de type 2, de savoir si votre pancréas continue à fabriquer de l'insuline, c'est quelque chose de très simple qui est la simple autosurveillance glycémique. Lorsque vous contrôlez votre glycémie vers 5 heures du soir, si votre taux de glycémie vers 5 heures du soir est entre 0,80 g et 1,30 g, ça veut dire que vous continuez à fabriquer de l'insuline. A fortiori, si votre taux de glycémie à 17 heures est inférieur à 0,80 g, ça voudra dire que votre réserve en insuline est importante. Si à l'inverse, vous avez des glycémies qui commencent à se dégrader en fin d'après-midi ou en début de soirée, c'est un mauvais signal et ça signifie généralement que vous avez besoin d'insuline. Alors, pas toujours, parce que des fois, les gens démarrent dès le matin avec des glycémies très élevées et forcément, le soir, ils restent élevés. Mais pour des gens qui ont des glycémies à peu près correctes le matin et qui, à 17 heures, se retrouvent à 1,60 g, 1,70 g, c'est un mauvais signal et ça signifie que le pancréas montre déjà des signes de faiblesse. Alors, David Brun demande de rappeler le nombre important de fake news sur la possible et prétendue, sur la possibilité prétendue de guérir le diabète de type 2. Je suis tout à fait d'accord avec vous, David. Merci de ce commentaire, parce qu'effectivement, dans un certain nombre de forums, se déploie l'idée, se diffuse l'idée selon laquelle le diabète pourrait se guérir avec des plantes ou avec des je ne sais quelle méthode de perlimpinpin. Il faut arrêter avec ces 10 heures de bonne aventure. C'est important de savoir que malheureusement, le diabète, lorsqu'il est diagnostiqué, ne se guérit pas, mais il se traite très bien, de savoir surtout qu'il se traite très bien. Mais il faut absolument éviter de faire nourrir de faux espoirs aux gens en sachant qu'il y a des patients qui arrêtent les traitements parce qu'on leur a dit qu'il y avait une algue ou une plante qui pouvait guérir le diabète. Voilà, donc ça entraîne des catastrophes. On voit trop souvent dans nos services arriver des gens qui, en décompensation, tout ça parce qu'ils ont été suffisamment crédules pour croire tout ce qui se diffusait sur le net. Alors, ensuite, Laurent me dit que depuis 1 mois et demi, il est sous Stagide et Ozempic et qu'il était auparavant sous Biduréon et qu'il a effectivement des troubles digestifs, mais qui sont en passe de disparaître. Donc, merci Laurent pour votre témoignage. Effectivement, comme je l'ai dit, les analogues du GLP-1 sont des molécules qui peuvent donner au départ des troubles digestifs, mais qui généralement, effectivement, s'amendent, c'est-à-dire donc disparaissent au bout d'environ 1 mois de traitement. Alors, Laurent, toujours, dit qu'en tant que conducteur de train, il a des restrictions sur les médicaments. Alors, effectivement, vous avez raison de souligner
que les conducteurs de train ou les conducteurs de bus ou les conducteurs de véhicules lourds ont des restrictions effectivement concernant l'insuline et les médicaments susceptibles de provoquer des hypoglycémies, c'est-à-dire les sulfamides hypoglycémiants ou les apparentés, les glinides, le novonorm. Ça ne veut pas dire qu'ils sont contre-indiqués, ça veut dire qu'il faudra qu'ils voient avec leur diabétologue pour avoir une attestation si ils veulent continuer donc à faire leur métier normalement et si le diabétologue souhaite leur donner ces médicaments, il faut que le diabétologue puisse attester que cela ne représente pas un risque pour la communauté. Hein. Donc, dans ces cas-là, effectivement, il faut que le diabétologue puisse puisse vous faire cette attestation. Sinon, vous serez privé d'un certain nombre de molécules, toutes celles en fait qui peuvent provoquer des hypoglycémies. Alors, Danielle me demande, alors elle me pose une question sur les lives, elle me demande s'ils sont fréquents. Alors oui, Danielle, ils sont fréquents, c'est un rendez-vous hebdomadaire, hein, donc on a